nous allons dresser devant vous les perspectives d'évolution de la politique des transports de la future métropole. Nous ferons le point sur un certain nombre de secteurs qui ne correspondent pas dans le déroulé forcément au communiqué de presse que vous avez sous les yeux. On va les traiter dans un ordre que nous aimons particulièrement, nous, sans tenir compte du communiqué de presse. Même si vous y retrouverez dans ce communiqué de presse la majorité des assertions que nous allons développer. Dans un deuxième temps, je me mettrai là, devant French Tech, et je répondrai à André Vésinet sur ses propos de Midi Libre ce matin. Voilà. Donc il y a deux moments. Un moment technique et politique, et puis un petit moment politique qui m'est tout à fait personnel. Je profite du fait que vous soyez là pour pouvoir vous en réserver la primeur. Je salue les élus présents. Madame Stéphanie Janin, première adjointe de la ville de Montpellier et vice-présidente de l'agglomération, déléguée à l'aménagement durable du territoire. Monsieur Abdi El Kandoussi, adjoint au maire de la ville de Montpellier, vice-président de l'agglomération de Montpellier, président de TAV. Et Madame Chantal Marion, conseillère municipale de Montpellier, vice-présidente de l'agglomération chargée du développement économique. Merci à Monsieur Fina d'être là et à tous les services de l'agglomération. Bien, vous le savez, dans le cadre de la création de la métropole, nous avons désigné 5 grands piliers qui vont sous-tendre le développement économique de la future métropole de Montpellier qui a été votée 26 voix favorables et 5 contre. Nous attendons le décret avant le mois de décembre, la fin décembre, avant Noël. Ces 5 piliers sont les suivants: la santé, le numérique, que nous avons largement traité ces jours-ci, le tourisme, que nous traiterons avec Jean-Luc Ousker, président de l'Office du tourisme, en janvier, la mobilité avec Isabelle Gianiel, que nous développons aujourd'hui, et puis l'agroécologie alimentation, que nous avons traité également avec Isabelle Touzard, maire de Burvienne et Montpellier, et vice-présidente de l'agglo, de la métropole, de l'agglo. Je vais y revenir là-dessus. Ensuite, avec Stéphanie Janin, le 28 novembre, nous ferons tous les deux une conférence de presse, et je salue Maximita, qui a une place réservée au premier rang. Nous ferons ensemble, avec Stéphanie Janin, une conférence de presse sur l'urbanisme ville et métropole, sur les grandes orientations de la politique. Nous la ferons au Club de la Presse, parce qu'elle concerne à la fois la ville et à la fois la métropole, et que les compétences d'urbanisme sont partagées entre les deux institutions. Là, pour ce qui est des transports, c'est la compétence agglomération, c'est pour ça que nous la faisons ici, qui s'exerce en premier lieu. En janvier, avec la première vice-présidente de l'agglomération de Montpellier, Isabelle, Catherine Dardet, nous aborderons la politique de la ville, puisque la politique de la ville passe officiellement de la ville à l'agglomération à partir du 1er janvier, et dont nous dresserons les perspectives. J'en profite pour dire que Madame El Khomri, Myriam, secrétaire d'État à la politique de la ville, viendra signer avec moi le contrat de ville à la mi-décembre et nous annoncerons ensemble les mesures pour les quartiers prioritaires, et en particulier les quartiers en rue. Je connais quelques éléments que le ministère m'a accordés, mais je n'ai pas souhaité les divulguer avant l'État. Je souhaite le faire avec le ministère et avec l'accord du ministère.
Donc nous allons avoir en termes de visite officielle un mois de décembre chargé. Premier point, comme nous l'avons précisé pendant la campagne électorale à Montpellier, nous avons indiqué que, et je vais répondre tout de suite aux associations qui parlent de la 5e ligne, qu'à ce jour, il était inconcevable pour nous de construire la 5e ligne de tramway dans les conditions où elle a été prévue. Cela ne veut pas dire que nous ne la ferons pas ou que nous ne desservirons pas les territoires qu'elle devait desservir par des moyens alternatifs, voire même par le tramway. Ça veut dire qu'en l'État, nous ne sommes pas capables de financer 450 millions d'euros sans augmenter les impôts. Je ne dois pas parler français, il y en a qui ne le comprennent pas. On n'a pas un sou prévu au budget pour la 5e ligne. Et les 36 millions de l'écotaxe, je vous pose la question, où en est l'écotaxe? Ce que j'avais dit pendant la campagne, c'est en train de se réaliser. Plus un sou. Le département, j'y reviendrai tout à l'heure, dans un numéro spécial, s'est désengagé totalement du tramway de 5e ligne. La région n'a pas mis un sou au budget. Comment voulez-vous que j'emprunte 450 millions d'euros sans augmenter les impôts? Pouvez-vous me répondre à ma question? C'est pas possible. Et moi, je me suis engagé avec les habitants de l'agglo, avec les Montpelliérains, de ne pas augmenter les impôts. Je ne reviendrai pas sur cette promesse et sur cet engagement. Ensuite, lorsqu'on se pose la réelle question, faut-il faire une 5e ligne? Doit-on appliquer les recettes qui ont marché depuis 15 ans, les appliquer encore et perpétuellement? Réponse non. C'est pas parce que les 2 premières lignes, les 3 premières lignes ont marché qu'on doit en faire 30. Il faut s'adapter au monde qui change. Et aujourd'hui, les conséquences de la crise font que le coût du kilomètre de tramway, surtout dans certains secteurs pour desservir des zones arides et non habitées, est démesuré. Il faudra donc repenser la desserte, soit avec des tronçons de tram, et en priorité celui qui innerve campus, mais aussi avec des bus à haut niveau de service, voire un site propre, qui pourrait remplir la fonction. Je rappelle que sur l'ouest de la ville, et nous en parlerons avec Madame Jeannin lors de notre conférence de presse, nous avons promis aux Montpelliérains de ne pas enfreindre le parc Montcalm. Et nous tiendrons notre engagement. Jamais les roues du tramway ne viendront caresser le gazon du parc Montcalm. On n'y touchera pas. On l'a dit, on le fera. Qu'on ne vienne pas maintenant nous expliquer d'autres raisons que celle-ci pour ne pas faire la ligne. La raison financière et une discussion nouvelle sur certaines parties du trajet. Nous le ferons dans un autre cadre. Pas celui du plaquage d'une 5e ligne. Celui de ce qu'on appelle aujourd'hui la métropole en réseau. C'est-à-dire les nouvelles connexions que l'on doit inventer et mettre en place, comme à Bayargues au travers du PEM, de la plateforme intermodale, qui relie à la fois le train régional et les moyens de transport collectif de la zone. Ça, on peut le répéter sur plusieurs endroits de la grande métropole, ou du territoire métropolitain pour être plus exact. C'est comme cela qu'il faut voir les liaisons de demain en termes de transport. On ne peut pas non plus sortir de notre réflexion la création des contournements routiers. On ne peut pas sortir de notre réflexion la réactivation des étoiles ferroviaires de la ville, ou de l'étoile ferroviaire de la ville, avec les anciennes voies ferrées qui méritent d'être reconçues, reconsidérées.
et les plans locaux d'urbanisme et schémas de cohérence territoriaux repensés à l'aune de la réactivation de ces lignes. Autrement dit, avoir une réflexion sur le territoire qui dépasse les seules limites de la ville et de ses pourtours. Voilà quel est le thème qui conduit notre réflexion et qui sera développé, qui est en train d'être travaillé par les services de l'agglomération et ceux des villes, mais qui sera développé aussi lors de la conférence sur l'urbanisme, parce qu'on ne peut pas séparer l'urbanisme et les transports. On ne peut pas séparer l'aménagement du territoire et les transports. Le trajet de la 5e ligne de tram et les dessertes possibles des populations qui s'y trouvent doivent être également reconçus, repensés en fonction des raccords routiers qui doivent se faire vis-à-vis de l'actuelle autoroute A9 qui sera déplacée vers le sud. Parce que ce déplacement de l'A9 a d'intérêt que si on récupère l'usage complet de l'A9 actuelle. Et l'A9 actuelle, elle sera efficace que lorsqu'elle sera branchée à la 750 à l'ouest et au lien à l'est. Or, aujourd'hui, ces deux tronçons sont sous la gouvernance financière du département. J'y reviendrai tout à l'heure, dans une conférence spéciale département. Parce qu'il faut dire la vérité aux Montpelliérains. Il faut la dire aux habitants de l'agglomération. Il faut la dire aux Héroltais. Et il faut la dire aux habitants du Languedoc-Roussillon. Parce que des grands équipements comme ça, ils sont à visée régionale et nationale, pas seulement pour la ville. Cette métropole en réseau, elle articulera à la fois les liaisons de tram-train, les toiles ferroviaires des villes, les contournements, mais aussi les moyens de transport alternatifs. La place du piéton, la place du vélo. Et qu'on ne sorte pas de façon dogmatique les voitures du raisonnement. C'est une aberration devant le spectacle du monde qui passe. Il y aura toujours des voitures, au moins dans les 50 ans à venir, fussent-elles électriques. Mais il y aura des voitures. Donc il ne faut pas les exclure sous pression dogmatique personnelle du raisonnement collectif. C'est pour ça que je veux vérifier les dossiers de presse avant. Parce que ce enfin, il ne me va pas. Il n'y a qu'un mot, mais il ne me va pas. C'est un détail. Ça, c'est le premier point. J'ai répondu à la ligne 5. Ensuite, on va passer aux lignes de bus, sur lesquelles nous avons des projets, et que va décrire Isabelle Gianiel, qui fait un travail remarquable, à qui je dois rendre hommage, vraiment, parce qu'elle est allée voir tous les maires, les uns après les autres, pour certaines mères accompagnées de Stéphanie. Voilà, donc c'est vraiment un travail de bénédictine, comme je disais, au XVIIe siècle. Et nous avons essayé de faire des propositions qui vont dans le sens de l'équité territoriale déjà sur le périmètre de l'agglomération. Avec deux points importants. L'un qui concerne la commune de Burviel, les Montpellier, et sur lequel nous allons faire une proposition, et l'un qui concerne la liaison historique Montpellier-Palavas, sur laquelle nous allons aussi faire une proposition, parce que c'est l'intelligence. On ne va pas séparer la ville de sa plage historique, d'autant que le maire de Palavas est tout à fait favorable à renouer les liens. Ce schéma directeur, c'est en fait un temps de pause dans les investissements de l'agglomération, mais un temps de pause nécessaire. On l'a souvent expliqué, depuis 15 ans, l'agglomération de Montpellier a investi de manière extrêmement massive sur un réseau armature de tramway qui est très important, parce qu'il était innovant, parce qu'il porte haut et loin les couleurs de l'agglomération, et puis parce que surtout, il structure véritablement les déplacements sur le territoire de l'agglomération.
Néanmoins, aujourd'hui, cette politique du tout tramway, compte tenu des difficultés financières, on peut les exprimer ainsi, Monsieur le Président, qui nous attend dans les années à venir, on en parlait encore ce matin avec Monsieur Lévita, nous oblige à faire preuve d'imagination et donc pour aller desservir les populations qui ne sont pas aujourd'hui desservies ou qui sont mal desservies, c'est d'aller imaginer d'autres solutions techniques, de mettre en place peut-être d'autres technologies. Donc nous avons souhaité profiter de ce début de mandature pour prendre le temps de cette réflexion et donc mettre en œuvre ce que nous appelons le schéma directeur des mobilités. Ce schéma directeur a débuté cette année 2014 et se déroulera encore durant toute l'année 2015. Il comprend deux phases bien distinctes. La première, qui se déroule en ce moment même, est une phase de diagnostic. L'idée étant de mettre à la fois les services de l'agglomération, notre opérateur, la TAM, qui est notre partenaire au quotidien, mais également les communes, autour de la table pour discuter des bons côtés, des moins bons côtés du réseau de transport en commun de l'agglomération, mais aussi évoquer les autres modes de déplacement dans l'idée effectivement d'inverser le regard, d'inverser les priorités. Aujourd'hui, ce qui doit devenir la priorité dans la cité et dans nos communes, c'est d'abord le piéton, ensuite le vélo et ensuite les autres modes de déplacement, qu'ils soient routiers ou transport en commun. Donc on a initié cette démarche au printemps avec l'ensemble des communes de l'agglomération. Ça s'est traduit de manière assez récente d'ailleurs, et le travail est en cours ce mois de novembre, par des réunions de concertation, 6 au total, 5 ont déjà eu lieu sur les 2 semaines passées, et la dernière aura lieu cette semaine sur le secteur nord de l'agglomération, à savoir le secteur des Garilles, les communes de Grabel, Saint-Georges-d'Orques, Murviel et Juignac. L'idée étant au travers de demi-journées de travail, voilà, de poser sur la table l'ensemble des problématiques rencontrées, des besoins des usagers en matière de déplacement et de transport en commun, et d'échanger sur les besoins existants, mais également sur les besoins naissants, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un territoire aussi attractif que celui de l'agglomération de Montpellier, je rappelle que les progressions démographiques ne tarissent pas. Depuis 1999, me semble-t-il, on prend 1,2% de plus d'habitants par an dans l'agglomération. C'est toujours plus de besoins de transport en commun, de besoins de déplacement, et donc à ce titre, il s'agit d'en tenir compte. Et pour toujours mieux desservir le trajet un peu emblématique, qui est le trajet domicile-travail, qui a beaucoup évolué ces dernières années, puisque se sont créées de nombreuses zones d'activité économique, et Madame Marion est extrêmement vigilante sur ces sujets-là, me sollicite beaucoup pour que l'agglomération puisse vraiment améliorer la desserte sur les parcs d'activité qui aujourd'hui concentrent une grande partie des déplacements matinaux et de soirées sur l'agglomération. Donc voilà le travail que nous avons engagé avec les communes dans le cadre du diagnostic. Donc on est dans un premier temps sur une approche véritablement territoriale, par commune, par grand secteur du SCOT, puisqu'aujourd'hui effectivement je travaille de manière extrêmement concertée également avec Stéphanie Janin, puisqu'il n'est pas question que les transports ne soient pas dans la même logique technique que l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et d'ailleurs Stéphanie fait également partie du comité de pilotage de ce schéma directeur et je l'en remercie. Et donc cette première phase de diagnostic plutôt territoriale va se poursuivre par une phase plus de diagnostic thématique. Donc là on mettra en place des ateliers de travail où on élargira le panel des gens amenés à travailler avec nous, c'est-à-dire on va sortir du personnel agglomération et des élus des communes et des services techniques des communes pour aller plus vers les usagers, vers les professionnels aussi des transports en commun pour aborder des sujets plus en lien avec l'intermodalité, avec toutes des thématiques un petit peu plus structurantes. Je vous tiendrai d'ailleurs informé sur ces sujets-là. Une fois que nous serons sortis de cette phase diagnostique, probablement sur la fin de l'année, début d'année 2015, nous allons là rentrer véritablement dans la deuxième phase du schéma directeur, qui est une phase plus programmatique. L'idée est vraiment d'aboutir de manière toujours concertée avec les communes à des solutions claires, à la fois en termes d'investissement et d'offres de services, pour proposer ce qui sera la nouvelle offre en matière de mobilité sur l'agglomération à l'horizon 10 ou 15 ans.
Cette phase donc programmatique fera l'objet à nouveau de réunions avec les communes. Le président a beaucoup insisté auprès de moi pour que ce travail puisse être fait de manière la plus concertée possible et la plus partagée possible. Bien entendu, nous serons amenés à faire des choix, nous ne pourrons pas tout financer. L'après-tout tramway ne veut pas dire que nous allons forcément aller absolument partout dans la future métropole, mais néanmoins, il s'agit que le niveau où nous fixerons le curseur puisse agréer la majorité des communes qui participent à ce travail. Donc le schéma directeur, l'objectif, c'est que au printemps, dans le courant du printemps prochain, on puisse à nouveau réunir les communes comme on l'a fait ce mois de novembre afin de discuter de propositions claires en termes d'offres de services, d'investissement. Et puis qu'on puisse finaliser un travail vraiment de programmation avec les services de l'agglomération, avec M. Lévitin, qui est mon ministre des Finances en la matière, et donc dans le courant de l'été 2015 pour M. Macron de la métropole, donc pour qu'on puisse dans le courant de l'automne, maximum début de l'hiver 2015, pouvoir présenter donc ce qui sera le schéma directeur, c'est-à-dire cet outil de programmation au conseil ce qui sera plus le conseil d'agglomération, qui sera le conseil de métropole, pour une mise en œuvre effective du schéma directeur début 2016. Néanmoins, si vous le permettez, Monsieur le Président, vous commenciez à évoquer un point particulier qui me tient à cœur, c'est le sujet transport en commun à Murviel et Montpellier. La seule commune ne disposant pas de transport en commun, aucune ligne de bus ne dessert Murviel et Montpellier. Donc bien entendu, cette commune est la première que j'ai rencontrée lors du début de la mandature et avec laquelle nous avons cherché à réfléchir à des solutions à la fois utiles mais pragmatiques en termes de transport en commun. La solution qui est aujourd'hui envisagée et qui serait déployée pour septembre 2015, donc pour la prochaine rentrée, est une solution en TAD, c'est-à-dire en transport à la demande. L'idée est de mettre en place un petit bus qui puisse fonctionner comme un bus régulier le matin et le soir, c'est-à-dire sur les deux tranches horaires de 2 fois 2 heures, on va dire entre 7 et 9 heures, et entre 17 et 19 heures, même si tout cela n'est pas parfaitement calé aujourd'hui, donc de manière régulière, toutes les demi-heures, comme un bus régulier. Et puis le reste de la journée, là où la fréquentation est un petit peu moins importante, et de manière à adapter encore une fois l'offre de services aux besoins réels des habitants de nos territoires, et non pas faire circuler des bus à vide comme il nous est souvent reproché. Donc essayer de coller à la demande effective en fonctionnant en transport à la demande cette fois, voilà, avec un bus toutes les heures. Voilà ce qui est imaginé, qui a reçu, je dirais, un écho favorable de la part des élus de Murviel et qu'il sera donc proposé. Ce sera un peu, comme ça je la qualifie, la première action un petit peu emblématique du schéma directeur, donc sur laquelle on a souhaité communiquer d'ores et déjà, sachant que le reste ne sera dévoilé que vraiment dans le courant de l'année prochaine, parce que ça nous paraissait effectivement en adéquation avec nos objectifs quant à la métropole consentie. Bien sûr, et en adéquation avec l'équité. On ne peut pas laisser une commune de l'agglo sans aucune desserte en transport collectif et public. Donc nous sommes en train de tout reprendre. Et nous le faisons avec Isabelle en concertation avec tous les maires, les conseils municipaux. Et la discussion sur la métropole nous a aidés à faire cela, parce que nous avons pu rencontrer les demandes, rencontrer les élus et être vraiment en adéquation avec le pays réel. Voilà. Vous savez que l'autorité de transport pour aller à Palavas, ce n'est pas TAM, c'est Aérotransport. Donc si Aérotransport positionne une ligne Montpellier-Palavas, nous mettrons, nous, les moyens en face pour organiser le terminus à la médiathèque Garcia Lorca sur la place des Prés d'Arène. Voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire que nous concevrons, c'est facile, place des Prés d'Arène, il y a la médiathèque Garcia Lorca, là il peut y avoir une station de bus spécifique Montpellier-Palavas, et on la mettra en place.
on l'organisera. Mais nous ne sommes pas autorité de transport sur les agglomérations qui ne sont pas les nôtres, alors que Aérotransport, oui, parce que nous faisons partie du syndicat Aérotransport. La table est représentée à l'intérieur. Et sur le département, l'autorité, c'est Aérotransport. Donc si le département crée la ligne, nous créerons le terminus pour permettre la liaison avec Palavas. Voilà la proposition que nous faisons. Devant la médiathèque. Devant la médiathèque Garcia Lorca. Aujourd'hui, effectivement, le secteur n'est pas en capacité de pouvoir accueillir de manière sécurisée les descentes et montées de bus. Donc il s'agit de créer des voiries dédiées et puis bien sûr des quais qui permettent notamment l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ce qui est très important. Donc il y a quelques dizaines de milliers d'euros d'investissement que l'agglomération est prête à prendre en charge pour favoriser le rétablissement de cette ligne de bus. Il y a 120 bus qui sont exploités par la TAM sur le réseau de l'agglomération de Montpellier. Sur ces 120, je crois qu'il en reste à peine une dizaine qui roulent encore au gasoil. Donc on est déjà depuis longtemps dans une démarche vraiment gaz naturel véhicule pour les bus, qui est quand même le dispositif le moins polluant. Néanmoins, les 6 nouveaux bus acquis récemment sont sur ce qu'on appelle la norme Euro 6. Alors surtout ne me demandez rien sur cette norme. Néanmoins, il traduit effectivement que la motorisation qui est utilisée au niveau des matériels roulants est beaucoup plus performante en termes d'émissions de polluants, et qu'à savoir, c'est à peu près, je crois, moitié moins de polluants de type particules fines et 5 ou 6 fois moins sur tout ce qui est oxyde d'azote, qui est quand même un indicateur pertinent quant à la mesure de la pollution dans l'air. Merci Madame l'ingénieure. Et oui, parce qu'on a choisi les compétences. Alors je résume. Le grand schéma, c'est la métropole en réseau. Et nous reprenons la concertation sur tout le réseau et sur toute la mobilité, sur tous les transports, le schéma de transport sur le territoire de la métropole. Et les 2 propositions que nous faisons aujourd'hui, nous les faisons parce qu'elles sont raisonnables, parce qu'on peut les faire, c'est créer le quai pour le terminus devant Garcia Lorca, si Aérotransport crée une ligne qui va nourrir la relation Montpellier-Palavas. Et ensuite, c'est de relier par des transports collectifs le matin et le soir, c'est ça, hein, le matin et le soir, par des minibus, la commune de Muriel et Montpellier, qui aujourd'hui n'est absolument pas desservie. Voilà. Et on le voit dans un contexte donc où effectivement on ne pourra pas déployer une offre tramway comme ça a été fait sur les quelques années passées. Hein. C'est plus d'1 milliard d'euros. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est 1,2 milliard qui a été investi sur les infrastructures de type tramway. On le voit bien, le schéma directeur des mobilités va forcément aboutir à un travail important sur le réseau bus, puisque ce réseau bus a finalement assez peu évolué ces 15 dernières années. Un petit peu jusqu'à la mise en place de la ligne 1, en rabattement d'ailleurs sur cette ligne, puisque c'est de cette façon que sont imaginés aujourd'hui les transports en commun sur l'aire de l'agglomération. Mais cette évolution a été, somme toute, au coup par coup, assez limitée. Et donc, ce qu'on peut imaginer, et ce que moi je souhaite, et qui, je pense, va ressortir de nos réflexions et de notre travail de concertation avec les communes, c'est véritablement une refonte assez importante du réseau bus, c'est-à-dire une reprise probable des tracés, en tout cas de certains tracés, mais également des aménagements au niveau des arrêts, des aménagements sur les fréquences, et certainement une réflexion plus approfondie sur l'offre TAD, transport à la demande, on en a parlé, qui aujourd'hui remporte un succès extrêmement important sur les communes sur lesquelles elle a été déployée. Il y a 9 lignes de TAD, de transport à la demande, sur les 36 lignes de bus qui circulent sur l'agglomération de Montpellier. Aujourd'hui, ces 36 lignes ont vu inscrit 7000 personnes qui sont inscrites donc en permanence au service et qui donc mobilisent le service de manière quotidienne. Les chiffres prévisionnels, hormis sur 2 lignes, ont globalement été, je regarde M. Friseau, explosé, puisque c'est vrai que la fréquentation est largement au-delà de ce qui avait été imaginé. C'est un succès et c'est une offre extrêmement souple,
qui est parfaitement adapté justement à la desserte de quartiers qui n'étaient pas forcément bien au départ, ou de territoires comme celui de Murville qui n'étaient pas desservis du tout. Donc c'est vrai que c'est le transport à la demande. Je pense d'ailleurs qu'on fera très prochainement en commission de transport un point sur le sujet transport à la demande, un point technique. C'est vraiment quelque chose qui permet de réaliser ce qu'on avait appelé le tricotage, vraiment le maillage fin du réseau de transport, et qui est vraiment intéressant en termes de couverture spatiale. Alors sur la fraude, j'ai envie d'abord de remercier notre opérateur, la TAM, qui est représenté aujourd'hui à la fois par son président, M. El Kandoussi, et par M. Friso, son directeur. Je rappelle que la TAM a décidé d'accompagner l'agglomération dans sa politique volontariste de fidélisation des usagers des transports en commun, à savoir que de son côté, l'agglomération a voté, c'était au mois de juin, la mise en place de tarifs extrêmement attractifs. C'est la fameuse grille c'est la fameuse grille à 1 € qui aujourd'hui rencontre un succès important. Et en parallèle, donc, la TAM a souhaité nous accompagner pour fidéliser l'usage parce qu'il y a un sujet incivilité, insécurité, voire même dans le tramway, et que les besoins étaient pressants en termes de lutte contre la fraude également. Donc la direction de TAM a décidé de mettre en place 30 agents supplémentaires sur ce service. 30, c'est important, hein, c'est plus 30% des moyens actuellement affectés. Et que d'ores et déjà, depuis la rentrée, en tant qu'élu des communes desservies, tout le monde nous félicite, et je dirais que ces mesures sont des mesures qui se voient. Je ne suis pas une utilisatrice quotidienne du tramway, mais je le prends quand même pas mal, et je dois dire que j'ai été contrôlée en 2 mois, plus que je ne l'avais été en 2 ans et demi que je suis à Montpellier. Donc je crois qu'effectivement les mesures se voient, contribuent à une ambiance apaisée dans le tramway. Et donc, avec le double effet des tarifs à 1 €, moi je rappelle quand même que si certains d'entre nous, ou d'entre vous plutôt, étaient inquiets quant au ticket à 1 €, je crois que le public ne s'y est pas trompé. Le ticket à 1 €, c'est le carnet de 10 tickets. Aujourd'hui, le carnet de 10 tickets représente plus 50% de prise de tickets par rapport à l'année passée. Donc vraiment, les utilisateurs s'y sont pas trompés. Plus 50% de prise de tickets sur le ticket à 10 tickets. Voilà, le ticket à 10 €. C'est important. Et une augmentation terrible des abonnements pour les jeunes qui sont descendus de 245 € à 196 €. Alors sur la première semaine de septembre, 50 € de différence. Sur la première semaine de septembre, qui constitue la semaine où tout le monde, je dirais, prépare la rentrée et fait ses achats de rentrée, c'était plus 50%, quasiment 48,5% je crois, en plus de prise d'abonnement pour les jeunes, pour les moins de 26 ans. Et ensuite, un niveau qui se stabilise à plus 10% par rapport aux années précédentes. Donc on est incontestablement dans une mesure qui plaît et qui engage véritablement à s'abonner et à devenir un usager régulier des transports en commun. Oui, ça, lorsque nous avons fait la campagne, nous sommes allés partout, nous avons interrogé les mamans, les papas, les jeunes, les étudiants. Ils nous ont dit les transports sont trop chers. On l'a entendu et on a répondu présent. On a fait ce qu'on a dit. Et grâce à la diminution de l'abonnement de transport, dans l'enveloppe consacrée aux dépenses de l'étudiant, nous avons pu diminuer cette enveloppe, qui nous a permis d'avoir la 2e place des villes prisées en France, juste derrière Toulouse, qui a un prix de l'immobilier un peu plus attractif que le nôtre. C'est grâce à cette mesure que nous sommes restés une ville très tournée vers les étudiants et capable de répondre à leurs demandes. Donc on n'a pas fait n'importe quoi, je le dis pour ceux qui sont tellement amers, qui de temps en temps pensent que nous sommes dans la déraison, nous sommes dans la grande raison, mais avec une forme qui est la nôtre, une personnalité qui est la nôtre, des couleurs qui sont les nôtres. Finalement, la ligne 5, aujourd'hui, plus la peine d'en parler telle qu'elle était. Telle qu'elle était, c'est fini. Telle qu'elle était, je parlerai du territoire que desservait la ligne 5, sur lequel il faudra donner des réponses en termes d'équipement de transport collectif. Le tracé actuel. Ah ben, on s'est engagé déjà à ne pas la faire passer dans Montcalm. Partant de là, il y a déjà une distorsion de choc, là, de poids. Néanmoins, si vous me permettez, Monsieur le Président, c'est vrai que vous et moi, on a fait le tour de tous ces quartiers et des communes, et que la ligne 5 a
avait un avantage, c'est qu'elle traversait tout le secteur ouest, depuis la plaine jusqu'à la ville, et remontait vers le nord, donc que des secteurs qui sont extrêmement encombrés, extrêmement embouteillés en journée, le matin en particulier, et que bien entendu nous sommes également à l'écoute de ces besoins de déplacement, et qu'aujourd'hui il n'est pas question de ne pas pouvoir proposer dans les années qui viennent des solutions de transport en commun sur des axes qui par ailleurs au niveau routier sont complètement saturés. Donc voilà, toute la plaine ouest, c'est-à-dire je pense aux communes de Cournonterral, Pignan, La Vérune, l'entrée de Montpellier, le secteur Ovalie, qui est quand même un secteur en très forte croissance, sur lequel d'ailleurs le comité de quartier nous a fortement sollicité et que je recevrai très prochainement à l'agglomération. C'est le comité de quartier, là où il y a M. Moignet, non, le président, qui travaille à l'agglo, non? Le tramway à la mer, on est où aujourd'hui? Alors, simplement, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la prolongation de la ligne 1, aujourd'hui, il y a un petit bout qui reste à concevoir jusqu'à la gare de la Maugère. On va d'abord s'occuper de ça, parce que ça, c'est le plus important. Et l'État nous a apporté son concours sur des aides qui n'étaient pas prévues au départ. Et je remercie Monsieur le Préfet, le ministre des Transports. Ensuite, le président de la communauté d'agglomération de Pays de l'Orne, M. Stéphane Rossignol, a acté le principe de construire un morceau de ligne qui puisse rejoindre à terme la gare de la Maugère et l'aéroport de Montpellier. Ce qui permettrait de nous retrouver pas très loin de la mer par la prolongation de la ligne 1. Après, on a d'autres solutions, mais pour moi, elles ne sont pas envisageables en l'état. Si nous faisons une ligne de bus qui fasse rejoindre Montpellier et Palavas à partir de Garcia-Lorca, nous aurons géré une partie de la liaison Montpellier-la mer. Ensuite, nous verrons ça en marchant. Mais moi, j'y vais doucement. Parce que je comprends les difficultés des maires, notamment sur les stations de tramway terminales. Et Mme Gianiel, qui est première adjointe de Pérol, pourrait vous le décrire mieux que moi. Parce qu'à Pérol, ils ont des nuisances assez importantes, et les correspondances avec les autres moyens de transport, souvent, ne sont pas assurées. Donc voilà, il y a tout ça à mettre en place, ça prend du temps. Oui, parce qu'elle n'est pas encore construite, la gare. Ah oui, c'est pas encore construit. Donc. Moi, ce que je voulais, c'est harmoniser, comme j'étais coincé, je ne pouvais pas sortir du PPP, en fait, du contrat qui nous lie avec le PPP Bouygues RFF. J'ai dit autant rattraper le coup, essayer de limiter la casse. Et donc j'ai écrit au ministre des Transports pour essayer de diminuer le gap de temps entre la construction des deux gares et du tronçon Montpellier-Perpignan, ce qu'il a accepté, avec l'aide du préfet que je remercie. Et donc ça nous permet à nous d'envisager une urbanisation et une densification de hausse moindre, ce qui était notre volonté pendant la campagne. C'est pour ça que Max Evita et moi, nous avions voté contre OZ en l'état dans la dernière mandature. Il y aurait des sanctions financières. Si oui. Oui. Alors, vous opposants, notamment M. Revol, votre vice-président... C'est pas un opposant, M. Revol. Enfin, c'est un conseiller technique. En tout cas, il est opposant sur ce projet-là. Oui. Dit qu'il n'a pas eu entre les mains ce contrat-là, ça l'intéresserait justement. Mais il a été voté dans la dernière mandature. Il a eu toutes les pièces. Non. Enfin, nous, on a voté contre. Hein. Donc nous, on est tranquille. Nous, on a voté contre. Les sanctions financières, c'est de l'ordre de combien si jamais le projet... je vais vous dire, comme j'ai été élu maire, le premier qui m'a téléphoné à la mairie, c'est M. Rapoport, le président national des RFF. Il m'a dit, je vais vous voir à Montpellier. Il est descendu immédiatement. Il m'a dit, voilà, je vous explique le problème. Et il m'a dit ce que je viens de vous dire. On a contrôlé avec les services de l'agglo, on a fait venir les avocats, etc. Et on ne peut pas sortir du truc. Je suis là, donc j'ai adouci la difficulté.